Tu te rappelleras, hein? Non. Mais on a chanté le générique ensemble! Oui, mais non. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent. Ah, les génériques des années 80. Les génériques des années 80. On n'en fait plus des comme ça de nos jours. On n'assume plus. Et quand on assume, c'est encore pire. On dira ce qu'on voudra des années 80, mais pour les génériques, elles sont imbattables. C'est pas que les mélodies soient extraordinaires, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles donnent la pêche et restent en tête. C'est pas que les paroles soient du Victor Hugo, mais elles sont bien trouvées, elles riment et on les retient. C'est pas que ce générique soit ambitieux, mais bon sang, qu'est-ce qu'il fonctionne bien. Que parmi les grands sentiers, que ta voix chante la liberté. Crie l'horreur, la faim, le sang, crie l'oubli, Rahan. Je vous parie ce que vous voulez qu'il vous restera dans la tête toute la journée après avoir vu cette vidéo. De rien, ce fut un plaisir. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce formidable générique? Est-ce que la série qui va avec est tout aussi formidable? Spoiler, la réponse est oui. Si je vous dis Rahan, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est ça. Je vous entends d'ici. Ok Chouki, on y croit que tu kiffes les grands monsieur musclés en slip qui tatanent des dinosaures en grimaçant. Mais tout de même, Rahan quoi? Et je vous répondrai, ah bon, il est en slip, j'avais pas remarqué. Bon, d'accord, je ne vous répondrai pas ça, ou alors ce serait pour troller. Mais Rahan n'est pas l'histoire d'un monsieur en slip. Rahan est l'histoire d'un grand chercheur scientifique, explorateur, humaniste et philosophe qui explore le monde et l'améliore chaque fois qu'il en a l'occasion et les capacités. Et s'il est en slip, c'est parce qu'il vit à la préhistoire. Bon, pas la vraie, bien sûr. Une préhistoire de fantasmes où les Homo sapiens sapiens côtoient les Néandertaliens, les Australopithèques et même les dinosaures, vous voyez le tableau. Mais une préhistoire quand même, et c'est dans cette préhistoire que Rahan va trouver le moyen d'inventer la cuisson à l'étouffée, la poudre à canon, l'abolition de la peine de mort, l'éducation nationale, les droits de la femme et l'athéisme. Oh ben Gaspard, dis pas tout. Ok, recentrons-nous un peu sur le héros lui-même. Il est grand, il est beau, il est fort, il est... De quelle espèce? De quelle ethnie? Oui, déjà, une incongruité de cet univers, c'est que non seulement les Australopithèques côtoient les Néandertaliens et les Cro-Magnons, mais en plus, les Cro-Magnons se sont déjà divisés en plusieurs ethnies. Aborigènes australiens, vaïnés pas gonflés, noirs africains, caucasiens blonds ou roux, il y en a pour tous les goûts. Je ne crois pas avoir vu de Chinois, mais il y a presque des Esquimaux, et le plus rigolo, c'est que ces différentes ethnies semblent s'être formées indépendamment des conditions géographiques. Car il n'est pas rare de voir noirs et blancs se côtoyer sur le même territoire. Ai-je mentionné également que tous, sans exception, à part les Australopithèques qui ne semblent de toute façon pas appareillés pour, parlent le même langage? Bon. En même temps, nous parlons d'un monde tellement petit qu'un monsieur en slip peut en faire le tour à pied. Bref, les figurants de cette série ont des visages divers et variés, et au milieu, nous avons Rahan. Blond comme un viking et hâlé comme un Maya, il a la taille d'un Cro-Magnon et le front proéminent d'un Néandertalien. Ne cherchez pas, il ressemble à tous et ne ressemble à personne. Ce qui est bien pour quelqu'un qui a décidé d'être de partout et de nulle part, de n'appartenir à aucune tribu ou plutôt d'appartenir à toutes, de ne se revendiquer aucune parenté, sinon celle générale de la grande famille de ceux qui marchent debout, les hommes. Parce que oui, Rahan, c'est un homme qui a décidé de tout voir, de tout connaître, de tout comprendre et d'être l'ami de tout le monde. C'est-à-dire l'ami de personne. Ta gueule, Jedi! Fils adoptif de l'intellectuel du village, il a fait à son tuteur mourant la promesse de percer ce grand mystère qui interpelle tous ceux qui marchent debout depuis la nuit des temps, à savoir où le soleil va-t-il se cacher quand il se couche. Pour découvrir ce secret, il parcourt les 4 coins du monde en prenant tout de même le temps d'observer chacun des endroits où il arrive pour y emmagasiner tout le savoir qu'on peut y emmagasiner. Autant dire qu'en quelques années d'exploration, notre Rahan a déjà tranché sur pas mal des questions existentielles que se posent ses contemporains, comme ce qui est juste et qui ne l'est pas, combien il faut se fier à la parole des sorciers, et l'existence des dieux. Naouna sera punie par les esprits. Elle ne verra pas la prochaine saison des feuilles vertes. Mais si. Et beaucoup d'autres encore. Comment peux-tu affirmer cela?
Parce que les esprits sont dans l'imagination de ceux qui marchent debout. Tout ça, bien sûr, ne l'oblige pas à être l'ami de tous ceux qui marchent debout. C'est plutôt la conséquence logique de sa réflexion personnelle qui le pousse à le faire. Il ne se fait pas d'illusions sur la nature humaine, il est parfaitement conscient de sa cruauté et de la crédulité qui la rend parfois si dangereuse. D'ailleurs, si pacifiste qu'il soit, il vaut mieux pas trop lui faire guili-guili sous les orteils parce que si on l'attaque, il n'hésite pas à se défendre. Raon ne tue pas ceux qui marchent debout. Mais il sait les empêcher de nuire. Mais d'une part, il veut tout apprendre et certaines choses ne peuvent être apprises qu'à l'occasion de la construction des relations humaines et la confrontation des expériences et des idées, sans compter le temps qu'on gagne à échanger ses connaissances plutôt que d'essayer de tout découvrir tout seul. En escaladant la montagne, Raon a vu des plantes qui guérissent du mal chaud. Si Traar veut bien montrer à Raon comment faire un vêtement avec la peau de Baloi, dès l'aube, Raon pourra aller les chercher. D'autre part, il est persuadé que tous ceux qui marchent debout valent autant que lui-même et méritent autant que lui-même. Bien sûr, ceux qu'il rencontre sont ignorants et parfois trop bornés pour accepter les informations qu'on leur donne, mais ce n'est pas ça qui va empêcher Raon de les leur donner. Il ne considère pas le savoir comme sa propriété exclusive. Il considère que ces découvertes doivent profiter à tous ceux qui voudront les connaître. Et son premier réflexe est toujours d'enseigner ce qu'il a appris durant ses voyages à ceux qu'il rencontre. Pour autant, il n'impose pas cet apprentissage. Sauf dans quelques épisodes où le scénariste était bourré, Raon traite toujours autrui avec respect, accepte le point de vue de l'autre et s'efforce de ne pas bouleverser ses croyances. Il évoque son expérience et laisse ceux qu'il rencontre confronter son témoignage à leur vision du monde. Décider de le croire, de ne pas le croire, ou d'interpréter ce qu'il dit d'une manière qui lui permette de garder ses convictions. Il arrive de temps en temps que l'interprétation en question soit faite par Raon lui-même. Raon n'a rien profané. Il ment. Les chasseurs l'ont vu. Ka doit être vengé. Tu as pourtant osé te rendre sur l'îlot de Ka. C'est vrai. Mais si Raon l'avait profané, Ka ne lui aurait pas prêté sa lance pour se défendre. Je sais, c'est limite de la manipulation, mais tout ça c'est pour bien insister sur le fait que, bien qu'il se sache plus savant que les autres, Raon n'essaye jamais de leur imposer sa volonté sous prétexte qu'il sait objectivement mieux que tout le monde ce qu'il convient de faire. Et franchement, pour garder cette ligne de conduite, il a du mérite. Car les figurants de cette série sont parfois bornés, timorés, superstitieux, primaires. Cependant, malgré leur entêtement et leur superstition, ils restent toujours juste assez intelligents pour se rendre compte avant la fin de l'épisode qu'avoir voyagé, ça donne effectivement une expérience du monde plus poussée que de rester chez soi, et que la vie de Raon peut être utile pour trouver la solution à leurs problèmes. D'ailleurs, il est assez rare que le méchant de l'épisode reste méchant après que Raon l'ait éduqué à grands coups de pied dans l'arrière-train. Cette série est malgré tout très optimiste sur l'humanité. Pas naïve, optimiste. C'est pas très étonnant d'ailleurs étant donné qui l'a faite. Je vous l'ai pas dit? C'est signé Nina Volmark, à qui on doit déjà Les Mondes Engloutis et Ulysse 31. Là, vous allez me faire la remarque que la série est une adaptation, et une relativement fidèle pour ce que j'en sais, alors que si la série est intelligente, tout ce que ça prouve, c'est que la BD l'est. J'ai vraiment très peu lu la BD, 1 ou 2 histoires tout au plus, et je les ai lues jeunes. Alors que quand j'ai vu la série, j'étais pré-ado, donc mon avis sur la question n'est sans doute pas très fiable. Mais j'ai tout de même le sentiment que, pour la même histoire, la mise en scène de la série fonctionne mieux que celle de la BD. La voix de beau gosse de notre héros doit pas mal jouer. Par écrit, quelqu'un qui parle à la 3e personne et hurle en onomatopée, ça fait un tout autre effet. Dans la série, Raon parle et hurle tout autant, mais avec cette voix-là, il peut emberlificoter la grammaire autant qu'il veut. Je suis à lui pour la vie quand même. Ajoutons à ça que, comme pour Blake et Mortimer, la disparition des narrations pompeuses est un vrai plus. Et puis, il y a les musiques. Signé Vladimir Cosma, comme dans Les Mondes Engloutis et dans un tas d'autres choses. À remarquer d'ailleurs que, comme dans Les Mondes Engloutis, la musique d'ambiance au sein des épisodes consiste souvent en une version particulièrement calme et contemplative du pourtant si épique générique. Surprenant comme ces mélodies rendent aussi bien en version péchue qu'en version douce. Cosma est un génie, que voulez-vous? En parlant de contemplatif, je ne vous ai pas encore parlé des décors. Et inutile d'en parler, les images sont assez éloquentes en elles-mêmes. En fait, si Tintin, la série animée, adapte Tintin la BD comme elle est, Raon la série animée adapte Raon la BD comme elle devrait être. Plus épurée, plus nuancée et donc plus touchante. De mon point de vue, c'était le meilleur parti à prendre. La série donne envie de lire la BD. Et je ne crois pas que quelqu'un qui découvre la BD après avoir vu la série soit déçu en la lisant. L'inverse peut-être,
Mais s'agissant d'une adaptation, c'est un peu normal. La BD est plus pompeuse, plus emphatique, mais du coup plus riche, et je comprendrais qu'on considère comme une trahison la façon dont des pans entiers de dialogues et des anecdotes entières disparaissent lors du passage à l'écran. Cependant, au risque de me répéter, une bonne adaptation est celle qui donne envie de découvrir l'œuvre d'origine. Et encore une fois, je pense que Raon, la série animée, y réussit. La série n'est pas à suivre. En même temps, ça n'avait rien d'indispensable d'être à suivre. S'agissant d'une histoire de type récit de voyage, chaque épisode a pour objet l'anecdote du jour, totalement indépendante de la précédente et de la suivante, se situant dans une zone géographique bien séparée des zones visitées à l'épisode précédent et à l'épisode suivant. Donc ne subissant aucune influence de ce qui s'est passé à l'épisode précédent et n'ayant aucune conséquence sur ce qui se passera à l'épisode suivant. En un mot commençant, on peut diffuser ces épisodes dans n'importe quel ordre, et vous savez comme la télévision française est férue de séries comme ça. Alors non, la série n'est pas à suivre. On pouvait se passer d'être à suivre, alors on s'en est passé. Et pourtant, il y a quand même une chronologie. Fort discrète bien sûr. Il arrive à Raon de réutiliser l'expérience acquise dans les épisodes précédents, soit pour résoudre le problème de la semaine, soit de manière totalement fortuite et gratuite, ce qui prouve que les scénaristes et les animateurs se sont souciés de la continuité, même quand ça n'avait rien de nécessaire à la construction d'épisodes. Et ça, je pense que ça mérite d'être salué. Pour autant, le support pas à suivre n'a pas été sous-employé. Comme de juste dans ce genre de recette, les éléments scénaristiques spécifiques à l'épisode du jour sont toujours très intéressants et plaisants. Les personnages n'étant à chaque fois là que pour un seul épisode, ils sont rapidement campés de manière aussi efficace que possible, ce qui leur donne l'air encore plus vivant que s'ils étaient des personnages récurrents développés petit à petit au fil des épisodes. Même chose pour les situations, elles sont présentées aussi clairement et simplement que possible, ce qui oblige les scénarios à être percutants et saisissants. S'agissant d'une série qui repose sur l'efficacité avec laquelle va être construit l'épisode, le personnage principal aurait pu être un personnage générique, lisse, qui sert seulement de prétexte pour découvrir l'univers. Ça n'aurait pas été une mauvaise chose. Beaucoup de fictions de ce type fonctionnent comme ça. La neutralité et l'absence de relief de Tintin, par exemple, au lieu d'être un manque, est ce qui permet à n'importe quel spectateur de n'importe quel âge, de n'importe quel sexe, de n'importe quel vécu de s'identifier à lui et de vivre les aventures de Tintin à la première personne, comme s'il vivait ses propres aventures. Un peu comme un vêtement élastique peut être porté par n'importe quelle corpulence. Mais la recette Raon, ce sera autre chose. Lisse et sans relief, notre Raon ne l'est sûrement pas. N'ayons pas peur des mots, c'est un garistou. Fort, exceptionnellement intelligent, il ne faut jamais. Du verbe faillir. Oui, j'étais étonnée moi aussi quand j'ai vérifié dans mon Becherel. Bref, il ne faut jamais, ou alors c'est parce que le scénariste est en train de faillir avec lui. Si le fils de Krao a bien compris, vous êtes très très sage. Si sage que vous n'avez pas défendu votre territoire. Après, reconnaissons qu'il n'est jamais confronté à des situations vraiment complexes et qu'il n'a jamais à remettre son échelle de valeur en question. Autant dire qu'il n'est jamais réellement en danger de faillir. Il n'en reste pas moins un personnage aux compétences excessivement développées pour un homme préhistorique, et même s'il ne tombe jamais du côté obscur de la Marissou attitude, il arrive quand même qu'on hausse le sourcil. Qu'il invente la navigation, la cuisson à l'argile et le cerf-volant passe encore. Mais la peinture phosphorescente, là c'est quand même un peu plus exagéré. Quant à la dynamite, c'est carrément too much. Mais peu importe au fond combien ses compétences sont exagérées, puisqu'il est fréquemment montré en flagrant délit d'humanité, voire d'infantilité. Car Raon, ce n'est pas Batman, il aime s'amuser. Il s'interroge sur le monde comme un enfant en plein apprentissage, et il peut passer des heures assis au bord d'un marais juste pour observer comment vivent les grenouilles. Vous reconnaissez ce sourire béat? Vous aviez le même en classe verte quand la maîtresse vous faisait observer les gérisses. Ah non, il n'est pas lisse et sans relief, notre Raon. Il y a une motivation derrière son parcours. Désir de tout savoir et de tout connaître, volonté d'honorer la mémoire de son père adoptif. Il y a un caractère derrière ses actions. Curiosité, empathie, optimisme, hédonisme, malice. La principale curiosité chez lui, c'est sa méthode pour accomplir sa quête personnelle. On s'attendrait à ce qu'un homme intelligent comme ça, qui décide de trouver la tanière du soleil, utilise la méthode la plus évidente, à savoir marcher vers le soleil couchant. Mais ce faisant, je suppose qu'il visiterait moins de lieux et apprendrait moins de choses. Toujours est-il que non, notre Raon n'ira pas tout droit. Trouver la tanière du soleil, d'accord, mais par le chemin des écoliers. C'est son coutelas qui lui servira de guide. Et il lui obéira toujours. Le grand fleuve est trop fort. Il t'avalera. Oui. Raon a toujours obéi à son coutelas. Curieux de la part de quelqu'un d'aussi rationnel.
Je suppose que même les grands génies ont leur toc. Bon, pour sa défense, l'objet a l'air réellement magique. Il ne change jamais d'avis. Tu ne pourrais pas indiquer à Rahan un autre territoire que celui des terres molles? Tu as dû te tromper. Ah, c'est bon, mon Koutla. Puisque tu insistes, Rahan t'obéira. Et tombe curieusement juste parfois. Pour être l'objet d'un tel culte, ce Koutla doit avoir une histoire très poignante. Et une valeur sentimentale au-delà de toute limite. Non, je déconne, en réalité c'est un Koutla que Rahan a volé à des méchants parce qu'il le trouvait joli. On a d'ailleurs l'occasion dans ce flashback d'observer la géométrie variable de la morale dans l'enseignement de Krao le Sage. Ainsi, tu voulais voler nos langues. Non. Krao a appris à Rahan à ne jamais voler. Puisque ce chef veut torturer Rahan, c'est un ennemi. Prendre l'arme d'un ennemi, ce n'est pas un vol. Bon, ça se tient comme raisonnement. Ce n'est pas comme Stélina qui, quand elle est accusée injustement, s'empresse de commettre le crime dont elle est accusée en guise de représailles. Mais à 13 ans, j'avais un sens assez aigu de la justice et ça me perturbait énormément que le héros laisse des idées fausses se répandre sur lui et décide même de les confirmer. Après, vous constaterez que ça ne m'a pas empêché d'adorer la série. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça le plus perturbant dans l'anecdote du Koutla. Le plus perturbant, c'est que ce Koutla, qui accompagne Rahan partout, alors même que le reste de ses bagages ne lui dure qu'un seul épisode, ne soit au final qu'un simple objet qui lui a plu et qu'il a pris. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être ce coup-ci, ça a été ce Koutla. 25 ans que je cherche à caser cette blague quelque part. Bah ça valait vraiment pas la peine. À part ce Koutla et son slip, le seul bien que Rahan garde d'un épisode sur l'autre, c'est son collier de griffes d'ours, hérité, celui-là, de son tuteur adoré. Krao, d'où te vient ce collier? D'où viennent ces griffes? Ces griffes ont été léguées à Krao par son père, qui les tenait de son père. Chacune symbolise ce que ceux qui marchent debout ont de meilleur en eux, le courage. Le courage? Le courage? Courage, loyauté, générosité, ténacité, sagesse. N'oublie jamais, mon fils, que tu n'es qu'un homme, frère de tous les hommes. Habituez-vous à ce flashback. Vous le reverrez très souvent. Ce collier est le contrat de travail de Rahan pour sa fonction de Garistou. C'est en l'arborant qu'il s'engage auprès de Krao le Sage à être courageux, loyal, généreux, tenace et sage. À chaque fois qu'il doit faire appel à une de ces caractéristiques, il prend le temps de caresser de ses doigts la griffe qui correspond. Bon, techniquement c'est toujours la même, mais vous voyez le truc. Au passage, si on en croit l'énumération de Krao, cette griffe est celle de la générosité. Mais dans le contexte, c'est plutôt celle de la sagesse. On va dire que Krao s'est trompé dans l'ordre. La série comporte 26 épisodes, et s'il y a un début, il n'y a pas de fin. Au même titre que la chronologie, la fin n'était pas indispensable. Et pourtant, vu le concept, il pouvait parfaitement y en avoir une. Au fil des épisodes, on aura vu Rahan devenir de plus en plus fort, de plus en plus sage et de plus en plus savant. Attendez, il en arrive carrément à inventer la dynamite. Alors qu'est-ce qui pouvait l'empêcher, à ce stade, de comprendre que la Terre était ronde et que le Soleil n'a pas de tanière? Le manque de moyens. Comment ça, le manque de moyens? Il pourrait remarquer que quelle que soit la distance qu'il parcourt, le Soleil reste toujours à la même distance de lui. Il pourrait remarquer que l'horizon s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Il pourrait remarquer que le ciel, pourtant sphérique, ne rejoint jamais le sol. Il pourrait remarquer qu'on ne voit pas les mêmes étoiles dans différentes parties du monde. Il pourrait revenir au Mont Bleu par l'autre côté et comprendre qu'il a fait le tour. Peu importe la manière, il pourrait, parce que c'est un génie, tout préhistorique qu'il soit. Il pourrait, parce qu'il est Rahan, le fils des âges farouches. Que Rahan, même si la préhistoire dans laquelle il vit est fantasmée, même si la terre sur laquelle il vit est improbable, est un personnage auquel on croit. Que si hautes soient ses performances, on y croira toujours. Il traversera le Pacifique en planche à voile, il fera tomber la foudre sur les dinosaures, il inventera le levier et la roue et on y croira toujours. On admettra comme un fait établi qu'il peut tout faire, tout apprendre, tout découvrir, parce qu'il est Rahan, le fils de Krao le Sage. Rien ne lui est impossible. Rien. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent.